Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, chers internautes, bonjour. Nous vous souhaitons la chaleureuse bienvenue dans notre émission web Face à un défenseur, une initiative du Centre de documentation de formation sur les droits de l'homme, l'Observatoire des médias, développement et droits de l'homme et le Réseau Watch. Il s'agit d'un espace de sensibilisation, de discussion et de débat autour des actualités droits de l'homme et sociopolitiques. Pour ce premier numéro, nous parlerons de liberté d'expression, de sanctions. Et sur ce plateau, nous avons avec nous, d'abord à ma gauche, M. Luc Abaki, journaliste chroniqueur. Un plaisir de vous avoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir partagé. Et nous avons comme second invité, à ma droite, Maître Abba Kodovi, avocat stagiaire au barreau du Togo. Merci Maître et bonjour. Merci à vous aussi. Et moi, je suis Philippe Plabé, juriste, analyste et chercheur au CDFDH et j'aurai le plaisir d'être l'animateur de cette émission. Alors, comme je vous le disais, le thème de notre émission, le premier numéro de Face à un défenseur, c'est l'encadrement légal de la liberté d'expression au Togo, jusqu'où la sanction est légitime. Comme nous le savons peut-être, la liberté d'expression connaît depuis plusieurs mois dans notre pays une grande actualité. Il y a des décisions qui ont été prises par nos différentes autorités, les institutions étatiques, par rapport à un certain nombre de plaintes qui ont été déposées pour des abus ou délits d'opinion. Et donc, la première question, et nous l'adressons à M. Luc Abaki, c'est la plupart de ces plaintes ont été très largement commentées par l'opinion publique. On peut même dire qu'un certain nombre d'acteurs, y compris de journalistes, ont parlé d'exagération de la part de ces institutions. Est-ce qu'on peut même dire que pour la liberté d'expression au Togo? Merci beaucoup pour la question. C'est vrai qu'en tant que journaliste, vous pouvez vous attendre à ce que je puisse aller dans le même sens que vous, c'est-à-dire l'inquiétude concernant justement le champ d'expression de la liberté et puis de l'exercice même de notre activité qui est donc le journalisme. C'est vrai que ces derniers temps, il y a une recrudescence des sanctions liées à des plaintes de personnalités. Et donc, à la suite de ces plaintes-là, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a mené un certain nombre d'actions qui ont abouti à des sanctions que nous estimons suffisamment lourdes. Et au-delà de ça, on a comme le sentiment que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication entretient des relations plutôt lourdes et un peu conflictuelles avec le monde de la presse, ce qui ne devait pas être le cas. Et donc, à partir de cet instant-là, nous sommes fondés à dire effectivement qu'il y a des raisons de s'inquiéter, d'autant plus que ces mesures sont totalement exagérées, s'il faut le dire, et parfois non fondées. C'est vrai qu'on ne faut pas rentrer dans la complaisance non plus, parce que chaque métier a son règlement, et nous avons tout intérêt à ce que notre métier soit bien encadré, bien entendu, assaini et soit animé par des professionnels comme il se doit. Mais cela dit, je crois que c'est une perspective, c'est une dynamique qui doit être engagée. Ça ne regarde pas seulement que les journalistes ou les organisations de presse, mais ça regarde aussi le régulateur, qui est donc la haute autorité, qui se doit de s'investir dans ce processus de professionnalisation progressive de la presse au Togo. Mais cela dit, si son engagement n'est pas effectif de ce point de vue-là, et on a comme l'impression que la haute autorité n'est là qu'avec un couperet pour sanctionner à chaque fois des délits, si vraiment délit il y a un problème, parce que je pense qu'il faut à un moment donné envisager une approche plus humaine, plus pédagogique, de telle manière que de façon progressive, on puisse consolider la liberté d'expression et puis faire en sorte que la presse soit suffisamment professionnelle dans notre pays. D'accord. On a tout de suite entendu Luc Abaki partager un certain nombre de préoccupations vis-à-vis des restrictions liées à la liberté d'expression, inviter l'ARAC plutôt à l'éducation, à l'accompagnement, avant même de penser à la sanction. Et c'est des inquiétudes qui sont partagées par des institutions internationales qui font autorité en la matière. On a Civicus, on a Freedom House, on a des économistes qui parlent de dégradation de l'espace civique et d'étouffement de la liberté d'expression, pour les paraphraser. Donc, est-ce que vous partagez le même avis que M. Luc Abaki, vous qui êtes au barreau et qui êtes en interaction avec la justice, justement, qui était aussi amené à se prononcer sur des cas en plus de l'ARAC?
Merci beaucoup. Il faut dire que en fait, la liberté de la presse est reconnue par notre Constitution et puis des instruments internationaux auxquels le Togo a adhéré. Et cette liberté est garantie par l'État et protégée par la loi. Et à la question de savoir s'il faut s'inquiéter, je dirais, ça dépend de quel côté on est. Si nous sommes du côté des journalistes, des médias et naturellement du côté des défenseurs des droits de l'homme, on peut dire qu'on peut s'inquiéter. S'inquiéter d'abord pour la démocratie et puis pour le droit des citoyens à l'information. D'abord pour la démocratie, vous savez, notre pays, le Togo, a adhéré à la charte, a signé la charte africaine pour la démocratie, de la gouvernance, etc. Et cette charte a pour objectif de promouvoir les conditions, la création des conditions favorables à la liberté d'expression, à la liberté de la presse. Et notre pays a adhéré, a signé cette charte-là. Et cette charte le Togo s'est engagé dans cette charte et naturellement la liberté de la presse à promouvoir cette liberté-là, la liberté d'expression. Et donc, sur ce plan, on peut s'inquiéter pour la démocratie et pour le droit à l'information, oui, parce que le droit à l'information, c'est le corollaire de la liberté de la presse. Et donc, si les choses sont telles que le climat est devenu tel que le journaliste il doit travailler la peur à la plume et à la langue, je crois qu'il y a de quoi s'inquiéter. Alors, vous citez plusieurs textes qui constituent des engagements internationaux que le Togo a pris. Vous avez parlé notamment de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que ces textes-là prévoient un certain nombre de limites? Parce que vous parlez justement de différents points de vue. Parce que du point de vue des autorités étatiques, les raisons justement qui les ont amenés à prendre ces décisions, c'est parce qu'à un moment donné, il ne faut pas que la réputation d'autrui, il ne faut pas que la sauvegarde de la sécurité nationale soit en réalité mise en deçà de l'exercice ou la jouissance même de la liberté d'expression. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les limites sont respectées non seulement par les médias, mais également par les leaders d'opinion qui ont fait l'objet des sanctions dont nous parlons? Merci beaucoup. Et je crois que vous avez cité les textes internationaux. Et ces textes, effectivement, ont posé des limites, notamment la sécurité, la sûreté de l'État, dont vous avez fait cas. Il y a aussi la vie privée des citoyens. Mais il y a quelque chose dont qu'on ne doit pas perdre de vue, excusez-moi, c'est qu'il y a un secret dans les tests. C'est-à-dire qu'il faut dévoiler à des occasions comme celle-ci. Les tests disent l'État garantit. L'État garantit. Et la loi protège. C'est ce que les tests disent. L'État garantit la liberté de la presse et la loi protège. Ça veut dire que l'État, c'est comme un assureur par exemple qui garantit. À un moment donné, l'assureur peut dire non, vous n'avez pas respecté telle condition, donc je n'assure pas ma responsabilité. Mais quand la loi protège, et qui veille au respect de la loi, c'est le juge. Et donc, à partir de ce moment, nous ne pouvons pas compter sur l'État pour protéger la liberté de la presse. Nous devons plutôt compter sur la loi et celui qui est censé faire respecter la loi, c'est-à-dire le juge. Donc, je crois qu'à ce niveau, l'État, il joue son rôle, garantir, c'est-à-dire, c'est ça qu'il est en train de faire, il signe des traités, il fait voter des lois pour garantir. Mais la protection, en soi, ça revient à la loi et à celui qui est censé faire respecter la loi. Alors, nous reviendrons tout à l'heure sur les textes de loi. Moi, je continue d'insister sur la question du professionnalisme parce que ça a été l'argument principal que la justice, la haute autorité de l'audiovisuel, de la communication et les auteurs des plaintes ont brandi pour justifier leurs actions. Et c'est revenu tellement de fois qu'on a envie de se demander, est-ce que les journalistes togolais, et vous l'abordiez tout à l'heure dans votre propos, votre première intervention, est-ce qu'ils sont en manque de professionnalisme? Parce que oui, il y a des titres quand même qui sont choquants, des fois il y a des propos qui ont été tenus
qui peuvent faire pousser des urticaires, qui portent atteinte à la réputation. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que les médias togolais manquent de professionnalisme et que certains leaders d'opinion qui ont été touchés par les sanctions exagèrent? Non, vous savez, comme je l'ai dit, dans tout métier, il y a de l'ivraie. Notre ambition, en fait, c'est de professionnaliser autant que possible notre métier. C'est clair. Alors, dans cet exercice-là, bien entendu, ce n'est pas tout le monde qui a le même niveau de compréhension, d'analyse des sujets, etc. Mais étant entendu que le journalisme est un métier qui s'apprend, qui a des règles et des principes qui sont clairs, on doit pouvoir s'en tenir à tous ces éléments-là lorsque, par exemple, un journaliste fait sortir un article ou pose un commentaire ou quoi que ce soit. Il faut donc, au moment de le juger, s'appuyer justement sur ces principes qui gouvernent justement l'exercice du métier du journalisme. C'est par rapport à ces éléments que nous estimons en fait que le régulateur, qui est donc la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, doit faire plus que les sanctions elles-mêmes. C'est-à-dire que à partir du moment où ils ont été investis d'une mission pendant un mandat donné, les membres de la haute autorité doivent d'abord faire l'état des lieux, évaluer le niveau d'expression même de la liberté de l'exercice du métier du journalisme, et puis se fixer un objectif qui est donc de le pousser à un niveau donné au bout de leur mandat. Cela va leur exiger une série d'actions, notamment justement cette pédagogie ou ce travail de terrain qui va contribuer justement à professionnaliser davantage le métier du journalisme. On ne peut pas dire que le métier est en lui-même non professionnel, parce qu'il y a des professionnels, bien entendu, qui s'exercent comme tels. Et puis, lorsqu'il y a un délit, en tout cas, du point de vue, quand il y a une plainte, je pense que la haute autorité elle-même doit pouvoir être suffisamment professionnelle dans son appréciation du sujet avant d'envisager éventuellement une plainte et une sanction. Donc, s'il y a autant de débats, c'est parce qu'il y a débat, il y a à discuter sur la nature des sanctions qui ont été prises. Notamment, je vais prendre le dernier exemple qui concerne justement l'alternative, où donc le journaliste a fait la démarche nécessaire, qui est donc réglementée, qui est exigée par son métier, qui est donc d'aller chercher l'information partout où elle est, selon les deux parties, avant de pouvoir donc écrire son article. Mais la loi nous autorise à ce que lorsque vous faites la démarche et puis la personne n'entend pas répondre, alors vous sortez l'article selon les éléments que vous avez, tout en signifiant justement que vous avez fait la démarche qu'il fallait. Encore que le journaliste a appuyé son article avec un certain nombre d'éléments de preuve suffisamment convaincants. En tout cas, de notre point de vue en tant que journaliste, nous estimons que les éléments qui ont été évoqués et qui ont été fournis comme éléments de preuve sont suffisamment intéressants à apprécier. Maintenant, si l'intéressé porte plainte auprès de l'autorité de régulation, alors, les éléments d'appréciation, c'est d'abord les preuves qui ont été fournies. Alors, si le régulateur lui-même estime qu'il n'est pas fondé à analyser la qualité ou le niveau de pertinence des preuves fournies, on ne peut pas alors comprendre qu'elle puisse se donner le pouvoir de pouvoir sanctionner. Parce que le principe de l'écriture, de la rhétorique ou de rédaction de l'article, c'est quoi? C'est qu'il y a d'abord les preuves techniques qui concernent le raisonnement, etc. Mais les preuves extra-techniques, ce sont justement les éléments de preuve que le journaliste fournit dans l'article. Et il ne peut tirer une conclusion qu'à partir des éléments de preuve qu'il a. Alors s'il a des éléments qui prouvent que le monsieur mis en cause est un faussaire, il est en droit de conclure comme tel. Maintenant, à moins de remettre en cause la pertinence des éléments fournis, on n'est pas fondé à dire qu'il a fait une affirmation gratuite ou qu'il a porté atteinte à la dignité d'une personne avant d'avoir apprécié. Maintenant, si eux-mêmes ils reconnaissent que c'est à la justice d'apprécier, ici au niveau de la justice reconnaît finalement la pertinence des éléments qui ont été fournis dans l'article. Que fera-t-on alors de la sanction? Voilà le vrai problème. En fait, le débat est né autour de ça. Et on a comme l'impression, comme je l'ai dit au départ, que la HAC n'a pas compris qu'elle doit s'investir dans une démarche pédagogique, une approche humaine. Parce que c'est une mission. S'il n'y a pas de journaliste, il ne peut jamais avoir de HAC. Et donc, dès lors que c'est comme ça veut dire que c'est
interaction qu'il doit avoir. Et donc, il faut une complicité plutôt que quelqu'un soit dans une position de, voilà, de décideur, de celui-là qui a l'ascension à la mer à tout moment. Et cette collaboration va être difficile et donc on ne peut qu'aboutir à des situations pareilles, conflictuelles justement. Voilà. Alors, il faut que la HAC s'investisse dans la pédagogie plutôt qu'elle fasse recours systématiquement à la sanction. Je pense que le message reste le même depuis le début de l'émission. C'est vrai quand même qu'il y a cette crise de confiance que les citoyens, les médias ont envers les institutions et qui est plus présent autour des institutions comme la HAC, la justice, parce qu'on a l'impression que c'est toujours l'utilisation du marteau qui tape fort sur l'enclume au lieu de parler, de discuter, de vérifier. Et moi, en réalité, j'ai envie de demander, est-ce qu'aujourd'hui, encore à Luc Abaki, est-ce qu'aujourd'hui, les journalistes, les médias ont encore suffisamment de dispositions à s'adresser à la HAC, à s'adresser à la justice, même si aujourd'hui on a l'impression que c'est le désamour, ou en tout cas ce n'est pas l'ambiance bon enfant qu'il faudrait qu'il y ait. Non, mais reconnaissons qu'il y a quand même une crise de confiance. Oui. Il y a une crise de confiance entre voilà, pas seulement les journalistes, mais en général le citoyen, entre le citoyen et les institutions de la République. Et ça, cette crise-là est née de quoi? Elle est née de ce que les gens n'ont pas mis en œuvre, ce qu'on appelle le leadership. C'est-à-dire qu'en fait, la société, elle est organisée de telle manière qu'on désigne des gens pour réguler le fonctionnement de la société. C'est ça l'organisation de la société. Et ces gens-là doivent se mettre fondamentalement à la disposition des citoyens. C'est ça le principe de la gouvernance en général. Et donc, se mettre à la disposition, ça veut dire que non seulement vous vous appropriez les textes que l'ensemble des citoyens se sont donnés pour se faire gouverner, mais également vous-même, vous mettez vous faites en sorte à être accessible. Voyez-vous, accessible, suffisamment ouvert, et puis votre niveau de compréhension des sujets, ce n'est pas évident que le citoyen lambda le connaît. Donc voilà pourquoi vous-même, vous devez vous mettre à disposition pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir informer, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir montrer vos valeurs humaines. C'est là qui peut créer, c'est ça qui peut créer la confiance. Mais si, à moindre erreur, vous sortez la sanction, vous sortez le marteau pour voilà, frapper l'enclume, etc., mais les gens seront braqués. Et on a comme donc l'impression que vous êtes plutôt injuste. Voyez-vous? D'autant plus que justement, il y a d'autres personnes qui ne subissent pas les mêmes sanctions, surtout que lorsqu'ils sont d'un bord politique donné. Et donc, ces genres de divisions font qu'à un moment donné, mais il n'y a plus de confiance. Et les institutions elles-mêmes ne jugent pas d'une efficacité réelle. Et donc, il y a comme une forme de complaisance qu'on remarque, et tout, mais lorsque vous êtes mu par un objectif de professionnalisme, par des ambitions, d'aller au-delà, d'évoluer dans un espace assaini, vous ne pouvez pas avoir confiance à des institutions qui n'appliquent pas suffisamment bien la loi et qui ne régulent pas de façon objective. Voyez-vous? Donc, je pense que c'est le vrai problème qu'il y a, et il faut qu'on arrive à restaurer cette confiance-là entre les acteurs et les institutions de la République. C'est ça seul qui peut justifier ou bien même garantir un épanouissement du peuple et puis bon, une évolution réelle de la démocratie dans le pays. Voilà. En tout cas, c'est vrai parce que ce soit dans le contexte togolais ou je dirais dans le contexte occidental, c'est vrai qu'il y a des attaques, il y a des critiques qui sont extrêmement fortes à l'endroit des leaders politiques. Et ça ne choque absolument personne. Et d'ailleurs, moi vous qui êtes spécialiste des tests maître à bas, j'ai pris le temps de faire mes recherches et vous avez cette déclaration de principe de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui dit à la section 12 sur la protection de la réputation, donc qui essaie de contrebalancer, les États doivent s'assurer que leurs lois relatives à la diffamation sont conformes aux critères ci-après. On s'intéresse aux deux derniers alinéas. Les personnalités publiques doivent tolérer plus de critiques. Et alinéa 3, les sanctions ne doivent jamais être sévères au point d'entraver l'exercice du droit à la liberté d'expression, y compris par les autres. Donc on a l'impression peut-être que c'est une invention africaine,
Puis la Cour européenne, depuis les années 80 et 90, reste dans la constante de toujours dire qu'on ne condamnera aucun journaliste pour diffamation. Et dans l'arrêt Chopper contre Suisse, rendu le 20 mai 1998, la Cour européenne dit: la Cour réitère que la liberté d'expression ne s'applique pas seulement aux informations et aux idées favorablement accueillies, considérées comme inoffensives ou insignifiantes, mais également à celles qui offensent, choquent ou dérangent. Les limites acceptables de la critique sont plus larges lorsqu'elles concernent un homme politique agissant publiquement que lorsqu'elles concernent un individu dans sa vie privée. Donc quand on lit ces textes et ces principes qui sont énoncés et par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et par la Cour européenne, et on va y revenir encore dans cette émission, on a l'impression que c'est plutôt nos personnalités politiques et publiques qui sont extrêmement sensibles à la critique et tout de suite vont à la vendetta, vont à la vengeance, nous voulons plus de justice. Donc est-ce que vous pensez aujourd'hui que de leur part, de la même façon qu'on peut reprocher aux journalistes et aux leaders d'opinion de ne pas respecter les limites, est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est ces personnalités politiques qui sont un peu excessivement sensibles quand on leur adresse des critiques? Bon, merci beaucoup. Je ne pense pas qu'il faille aller en Europe, la Convention européenne, parce qu'on va vous dire, bon, cette décision, c'est une Cour européenne, ce n'est pas opposable au Togo, et donc, mais si nous sommes ici, avec ce que nous avons pris comme engagement, les tests que nous avons adoptés, les tests que nous avons ratifiés, je peux dire que, bon, au départ, j'avais dit l'État garantit, etc. Oui, la loi protège. La loi protège. Oui. Alors, si nous sommes dans cette logique-là, avant de sanctionner, il faut s'assurer que, est-ce que la sanction que nous voulons infliger respecte d'abord, est proportionnelle à la faute commise. Et est-ce que nous sommes en train, enfin, la personne qui se plaint, parce que la personne publique, naturellement, n'est pas la même personne que nous lambda. Donc, même le président de la République, s'il faut le dire, il y a des critiques. Moi, j'ai lu des choses où on agresse directement le président de la République, mais il n'a jamais porté plainte. Peut-être que bon, les autorités qui portent plainte estiment qu'ils ne sont pas encore à ce niveau de l'autorité publique, comme le disent les tests, c'est peut-être ça. Mais si je veux revenir sur le professionnalisme, parce qu'il y a un aspect, vous avez abordé cette question-là avec le professionnalisme des journalistes, des médias. Bon, je ne pense pas qu'il faut mettre, enfin, on va mettre dans le même panier tout le monde. Et je ne crois pas que ceux qui sont sanctionnés sont les mauvais élèves, les plus mauvais de la maison. Et donc, il faut de la mesure, de la proportion. Qu'est-ce que vous voulez dire que c'est ciblé, que les voix les plus critiques en fait aux autorités politiques sont ciblées, qu'il y en a qui sont médiocres, encore plus mauvais élèves, mais qu'on laisse tranquille, mais on cible ceux-là. Ce que je voudrais dire, c'est que dans toute corporation, il y a des brebis galeuses, mais rien n'est sûr que ceux qu'on sanctionne sont les brebis galeuses. Il peut y avoir, parce que quand on lit les parutions, quand on regarde certaines émissions ou on écoute certaines émissions, bon, on peut dire qu'il y a lieu de dire, bon voilà, il y a quand même des choses à dire. Vous avez raison. Donc, la proportion. Et puis, pour finir, c'est que quand vous êtes père de famille et à chaque fois vous faites recours au bâton, au châtiment et les plus lourds, vous risquez de faire des enfants aigris et des enfants révoltés. Et là, la RAC, bon, c'est à l'origine, c'est une autorité qui devait être en fait le père des médias, le régulateur des médias, et donc il doit jouer ce rôle-là, il doit avoir une entente. Ils n'ont pas le sanctionnateur. Et voilà, chaque fois il faut sanctionner, et voilà, il faut, bon, avant de sanctionner d'abord un bon père, il se demande, bon, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça soit mieux. Ça, on peut se poser cette question-là, puisque voilà, il faut d'abord jouer son rôle, et après, voilà, si ce n'est pas respecté, on peut revenir, on peut sanctionner. Non, moi je reste avec vous. C'est vrai quand même qu'on est un peu étonné parce que sur nos médias, depuis quelques décennies, le ton
il est quand même assez libre, il est fort, il est haut, mais on a l'impression que certains journalistes sont un peu plus au devant de la scène quand il s'agit de sanctions, de plaintes que d'autres. Oui. Et moi, je citais tout à l'heure la Cour européenne et la Commission africaine, non pas parce que ça a nécessairement des effets juridiquement contraignants, mais parce que ce sont les standards internationaux. Et naturellement, c'est eux qui s'appliquent de façon universelle. Moi, j'ai l'impression, avec cette analyse que vous faites, celle de M. Luc Abaki, qu'il y a un sérieux manque de débats publics contradictoires sur nos plateaux. Parce qu'il a relevé tout à l'heure, il a dit que les journalistes déjà ont des difficultés à avoir accès à l'information. Et en plus, quand ils se débrouillent pour avoir l'information, quelle qu'elle soit, on leur reproche d'avoir divulgué l'information en les sanctionnant. Et donc moi, quand je vois les médias publics, bon, les médias privés sont un peu plus ouverts à ce niveau, on a l'impression que sur les médias publics, il n'y a aucun débat public contradictoire, alors que justement, dans ces cas-là, ce qu'on attend de la personnalité politique, c'est d'aller sur un plateau de télé, de faire un débat avec le journaliste et de dire, moi je veux démentir et faire tomber en bloc tous vos propos, mais est-ce que vous ne pensez pas que ça manque un peu au Togo? Il n'y en a pas du tout, il n'y en a pas du tout sur les médias publics. Est-ce que débat entre le journaliste et l'autorité? Mais entre à la fois le journaliste, l'autorité, entre les différentes colorations et les obédiences politiques, entre les différents composants de la société, il n'y en a presque pas. Il y a des émissions sur le développement, il y a des émissions sur le progrès, mais des émissions où on peut venir confronter les opinions, avoir des joutes verbales, mais professionnelles et respectueuses de l'autre, on n'en a pratiquement pas. Donc c'est normal qu'on règle des comptes à travers les institutions et les journaux. Bon, peut-être que si j'ai bien compris votre question, c'est moi. Je peux dire que ce que nous sommes en train de faire ici constitue aussi, même si les personnes concernées ne sont pas là, c'est un débat contradictoire sur une question fondamentale. Des médias officiels. Des médias officiels. Bon, ce que je sais, c'est que... Qui sont des services publics. Oui, qui sont des services publics. Bon, organiser des débats. Bon, moi, je ne sais pas si je suis dans votre logique, mais est-ce que je sais, en la matière, enfin, comme vous le savez aussi, il y a ce qu'on appelle le droit de réponse aussi. C'est-à-dire que lorsque vous êtes mis en cause par un média ou dans un média, vous avez le droit de demander à l'organe, voilà, d'apporter en fait la vraie version, le démenti des faits, et l'organe a l'obligation de publier ou de diffuser. À cette occasion, je crois qu'il peut y avoir aussi un débat. Mais bon, un débat entre les acteurs des médias et les autorités chargées de réguler ou de sanctionner. Bon, je crois qu'il y a des procédures. Lorsqu'on veut sanctionner un média, on les appelle et bon, la loi n'a pas dit forcément qu'il faut faire un débat sur un média, mais il y a le principe du contradictoire qui demande à ce qu'avant de sanctionner quelqu'un, il faut l'écouter. Et je crois que maintenant, lorsqu'on a écouté la personne a raison, mais on sanctionne. Bon, à ce niveau, on peut dire, ça c'est un autre problème aussi. Je ne sais pas si je suis dans Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment ça, parce que moi, par rapport aux décisions que j'ai lues précédemment, ce à quoi sont invitées les personnalités publiques, c'est aller vers la discussion, c'est aller vers le débat, plutôt que de recourir à la sanction, ce qui n'est pas souvent pris comme option dans notre pays. Et donc, moi, je veux maintenant parler de texte de loi avec vous. Donc, M. Luc Abaki, l'article 3 du Code de la presse qui a été adopté en janvier 2020, exclut de son champ d'application les activités de production cinématographique et les réseaux sociaux. Ce qui est quand même assez curieux pour notre... C'est-à-dire que lorsqu'un journaliste commet un délit d'opinion, tant que ses propos ne vont pas sur les réseaux sociaux, c'est le Code de la presse qui s'applique. Mais dès que ces propos ou ces écrits vont sur les réseaux sociaux, c'est le droit commun qui s'applique. Alors qu'on sait qu'il y a plusieurs textes dans notre droit commun qui sont très rigoureux, qui vont jusqu'aux peines d'emprisonnement. Est-ce que vous ne pensez pas que ce texte-là, cet article-là, c'est un danger pour la liberté d'expression et surtout pour la liberté de presse? Oui, mais bien sûr, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on puisse exclure. À partir du moment où vous avez une identité qui est bien connue, officiellement connue en tant que journaliste, vous exercez, et puis aujourd'hui l'espace s'élargit justement parce que les officiels, en tout cas les régulateurs, ont du mal, j'ai l'impression, ont du mal à s'adapter aux réalités de leur temps.
Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un puissant vecteur de communication qu'on ne peut pas contrôler. C'est cela. Maintenant, lorsque vous avez une identité en tant que journaliste, vous disposez par exemple d'un canal qui est, disons, l'alternative. Vous avez un site web, vous avez une page internet sur Facebook, etc. Alors, lorsque vous publiez une information dans votre journal imprimé, il est de bon temps que vous puissiez le relayer sur vos créneaux habituels ou même vos pages individuelles, etc. Mais qu'on dise qu'une telle information, parce qu'elle est passée sur les réseaux sociaux, alors elle ne relève plus d'un délit de presse, mais un délit de droit commun, je pense que c'est une absurdité. Je pense que c'est ce qui est arrivé dans l'affaire Indépendant Express, Absolument. où au début, on a dit que c'est le SCRI qui devait s'en occuper parce que le SCRI a été mandaté par le procureur, et qu'après la HAC a déclaré qu'elle avait négocié le fait que ce soit elle qui s'occupe de l'affaire pour lui éviter la prison. C'était surréaliste. En fait, tout ça fait partie d'une incapacité à coordonner avec efficience et professionnalisme les problèmes qui se posent à la société. D'accord? Il faut qu'on apprenne à être cohérent. Alors, lorsque vous reconnaissez à quelqu'un une identité, nous avons ici, maître, c'est un avocat. Alors, s'il commet une erreur, il fait que ce soit une faute professionnelle, etc., il y a la loi qui prévoit ce qui doit être pris, les dispositions qui doivent être prises à son encontre. Parce qu'il y a des dispositions qui le protègent à partir de sa profession elle-même. Donc, le cas des journalistes ne peut pas être une exception. Ça devait être appliqué de cette manière-là. Les gens sont tellement sensibles, sont tellement vulnérables à la critique qu'ils ne comprennent pas qu'en réalité, il faut respecter rigoureusement les principes qui gouvernent chaque métier. Voyez-vous? Donc ça là, c'est une absurdité, bien entendu. Et le principe même qui consiste à laisser des hommes en armes faire irruption au domicile d'un journaliste, reconnu officiellement comme tel. Et le prétexte, c'est qu'en réalité, c'est un délit. Un délit de presse, il a donné une information qu'on juge inopportune. Et donc, c'est un délit de presse. On ne peut pas nous dire, oui, cette information étant passée sur les réseaux sociaux, et donc, ça lui prive des droits qui lui sont conférés par la loi. Voyez-vous? Donc, je pense que tout ça, c'est lié à une forme d'incohérence et à une incapacité des gens à assumer pleinement les lois et les règles que nous sommes données. Et c'est ce que nous réclamons justement. C'est-à-dire que nous avons envie de nous faire gouverner par des gens, d'abord, qui connaissent très bien leur métier, et qui sont prêts à appliquer la loi dans sa rigueur absolue. Mais s'il y a les gens ont tendance à tergiverser, à se montrer incompétents dans l'application de cette loi, bien sûr, ça crée la révolte et ça frise justement, ça brise le principe de confiance qui doit pouvoir régner, voyez-vous, entre les partenaires, etc. Donc je crois vraiment que nos autorités doivent se faire cet effort. Et c'est ce genre de langage qui consiste à dire nous avons négocié alors que vous êtes une institution indépendante inscrite par la Constitution de la République. Et donc, vous avez une aura, vous avez une marge d'exercice de votre métier. Vous n'avez pas à négocier. Vous avez à réclamer vos droits. Si les droits des journalistes sont violés, il appartient à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, dont la mission est de réguler et donc de protéger les droits des journalistes, de revendiquer, mais avec fermeté. Ce n'est pas une négociation, parce que ce n'est pas dans la complaisance. On n'est pas dans la complaisance. Vous réclamez votre droit. Moi, j'ai dit, lorsque le journal de l'Indépendant Express avait subi tout ce qu'il a subi, là, je dis non, avant même que la haute autorité ne reprenne le dossier, elle aurait dû sortir un communiqué pour condamner vigoureusement l'irruption du SCRIC, voilà, au domicile de M. Et là, les manières assez rocambolesques avec lesquelles il a été récupéré, la veille de la convocation, il se fait prendre... Voilà, donc c'est tout ce cinéma en réalité qui brise la chaîne de confiance qui devrait normalement exister entre les journalistes et puis les institutions de régulation. Et pour parler de liberté d'expression de façon un peu plus extensive, en dépassant le cadre des médias et des journalistes, ce n'est pas le seul texte qui pose problème pour les spécialistes de la question ou les acteurs des droits de l'homme. Vous prenez la loi sur la cybersécurité et vous voyez que là-bas, pour publication de fausses nouvelles, une personne peut rapidement faire la prison pour 1 an ou 2. Vous prenez
prenez la loi sur la sécurité intérieure qui utilise des termes qui sont très très vagues et qui donnent de super pouvoirs au ministre de l'administration territoriale. Et vous prenez le code pénal qui, en ses articles 290 et 495, dit qu'on peut envoyer quelqu'un en prison si, à travers les informations, il a nui à la réputation d'autrui. Et je me permets, maître, de revenir encore avec un des principes tirés des standards internationaux, c'est le Comité des droits de l'homme qui veille à l'application du Pacte international des droits civils et politiques, vous l'avez cité, qui dans son observation générale numéro 34 dit les États devraient envisager de dépénaliser la diffamation et dans tous les cas, l'application de la loi pénale devrait être circonscrite aux cas les plus graves et l'emprisonnement ne constitue jamais une peine appropriée. Donc, à la lecture de ces standards-là, on a l'impression que nos lois sont devenues le nid d'un certain nombre de dispositions qui entravent, mais de façon injuste et injustifiée, la liberté d'expression. C'est quand même surréaliste. Donc, en plus du code de la presse, qu'est-ce que vous en pensez, maître? Bon, permettez-moi de revenir un peu sur l'article 3 du code de la presse. En fait, ce n'est pas la même lecture. Je ne sais pas si c'est vous qui faites cette lecture, ou bien c'est les autorités, ou bien c'est à travers la création des autorités. Sinon, l'article 3 du Code de la presse ne peut pas être isolé de l'article 2. Parce que l'article 2, oui, l'article 2 dit que le Code s'applique aux journalistes et aux médias, et il a cité les médias. Alors maintenant, l'article 3 fait une exclusion des réseaux sociaux, des productions cinématographiques. Alors si un journaliste travaille, fait une publication sur un réseau social, il n'est pas ça, c'est pas parce qu'il intervient sur un réseau social qu'il n'est plus journaliste. Le code reste applicable même s'il fait une intervention sur un réseau social. Ça, c'est la lecture. Je crois que devant les juridictions... Oui, malheureusement, c'est pas ce qui est appliqué parce que Carlos Quito, d'abord, c'était le script. Est-ce que la question a été soulevée? Est-ce que la question a été soulevée, est soumise et comme M. Luc Abaki le disait tout à l'heure, que la HAC aille dire qu'elle a négocié le fait de reprendre le dossier, c'est quand même assez curieux. Il faut que l'affaire soit portée parce qu'aujourd'hui, là aussi c'est un autre problème, il faut qu'on tente. En fait, les autorités judiciaires, j'ai dit au début que la loi protège et celui qui est censé garantir, faire respecter la loi. Non, faire respecter la loi, c'est le juge. Okay. Et donc, il faudra que, et aujourd'hui, la plus haute juridiction, et en matière administrative, même judiciaire, c'est la Cour suprême. Et donc, il faut qu'à un moment donné, ça aussi c'est le courage qui manque parfois aux journalistes, c'est-à-dire que remonter jusqu'à ce niveau-là pour voir ce que la juridiction suprême va dire sur la question. Mais on les saisit, hein? Oui, est-ce que la Cour suprême s'est prononcée sur cette question? En tout cas, sur le dossier alternatif, c'est pas encore une... Voilà, sinon, c'est mais pas moi, normal. je peux prendre mon exemple. La fermeture de LCF, moi, j'ai saisi la charte administrative et tout ça. Je sais ce qui a... Oui, mais sur cette question de l'article 3, l'exclusion et l'application du droit commun parce que le journaliste est intervenu sur le dossier. Sur cette question-là, je crois que la loi n'a pas besoin d'être interprétée. La loi est claire à ce niveau. Mais moi, en tant qu'acteur des droits de l'homme, comme vous, j'encourage toujours les médias, les journalistes, les citoyens à saisir les juridictions, parce qu'au moins, si elles ne se prononcent pas dans le sens des prescriptions, des standards, on pourra alors justifier de leur manque d'indépendance. Mais systématiquement, comme M. Luc Abaki vient de le soulever, on a l'impression que la justice, elle n'a pas vraiment appliqué la loi dans le sens justement de la protection des libertés, mais plutôt pour sanctionner, plutôt pour dire non, ça ne passera pas. Donc je ne suis pas en train de justifier en fait. Naturellement. Mais c'est une proposition ou c'est une idée. Donc, il le faut. Voilà, d'aller quand même vers celui qui est censé protéger la chose. C'est un peu ça. Maintenant, votre question sur... les textes qui constituent des nids de... Voilà, justement. Bon, moi je pense que le Togo, nous avons, enfin en la matière, nous avons de très bons tests. C'est l'application qui pose problème. C'est-à-dire que, parlant de la dépénalisation partielle des délits de presse, par exemple, ce n'est pas tous les États qui ont dépénalisé. Mais là où le problème se pose, c'est dans le châtiment. C'est-à-dire dans l'application des tests, le châtiment disproportionné parfois des institutions qui sont chargées de réguler les médias. C'est à ce niveau-là
que le problème se pose. Ce n'est pas, à mon avis, au niveau des tests, parce que ce soit au niveau international ou au niveau local, au niveau national, les tests sont, c'est-à-dire répondent aux standards. Moi, mon avis, les tests répondent aux standards, mais c'est dans l'application, dans les châtiments, c'est-à-dire exagéré, que le problème, c'est à ce niveau que le problème se pose. Et à partir de ce moment-là, il faudrait qu'on ait en France une juridiction administrative forte et courageuse pour redresser la barre. Moi, je suis d'accord avec vous. On aurait aimé, par exemple, dans la récente affaire alternative où la Hague a suspendu le média pour 4 mois, qu'elle saisisse la chambre administrative, justement, de la cour d'appel de Lomé, la cour suprême, pardon, excusez-moi, pour pouvoir se prononcer sur la question et justement, peut-être même aller dans le contresens. Mais ça n'a pas été fait. Non, le recours a été fait. La décision n'est pas encore... Ah, c'est vrai, ils ont finalement... C'est une bonne chose. C'est même aller à l'international, ça ne se limite pas. Donc, la Cour suprême a 1 mois alors pour se prononcer. Voilà. Donc, on attend que la Cour se prononce. Mais vous faites une telle confiance à nos textes. Moi, je peux vous dire que dans la récente décennie que nous avons vécue, nos textes tels qu'adoptés ne sont pas toujours allés dans le sens des libertés. Restons avec le code de la presse. Alors, j'espère que je me trompe, monsieur Lukabaki. Il paraît que maintenant, pour être un journaliste professionnel, je ne maîtrise pas toutes les terminologies, je l'avoue. Pour avoir la carte de la presse, il faut avoir 10 ans d'expérience professionnelle si on n'a pas été à l'école du journalisme. Mais 10 ans, c'est presque le tiers d'une carrière. Bien sûr. Non, en fait, tout ça... Comment les gens font? Tout ça, c'est lié, si vous voulez, à une certaine forme de frilosité. C'est-à-dire, les gens ne sont pas en confiance. Voilà. Ils ne sont pas en confiance pour eux-mêmes et puis même pour la presse, etc. Et donc, on veut mettre les garde-fous à tous les niveaux. Exactement. Mais ce qu'il faut comprendre en réalité, le problème n'est pas les textes, comme le président et mon confrère le disait. Ce n'est pas tant les textes. On a beau multiplier les textes. Si l'état d'esprit n'a pas changé, il y aura toujours des problèmes. C'est parce que l'état d'esprit des gens, aussi bien des leaders que de la population, n'a pas changé, qu'à chaque fois on est obligé de verrouiller en allant. Et du coup, on a comme l'impression que on adopte des textes juste par principe, juste par formalité, par conformisme. Mais en réalité, dans nos propres convictions, nous ne sommes pas encore prêts à l'application rigoureuse de ces textes qui garantissent justement la liberté d'expression, la promotion de la démocratie, etc., etc. Et donc, on est à un niveau embryonnaire de perception des choses. Et c'est à ce niveau que j'ai parlé de leadership, parce que celui-là qui a cette responsabilité de gérer les affaires de l'État, en tout cas, à quelque proportion que ce soit, doit pouvoir comprendre que tous les actes qu'il pose engagent l'histoire même du pays. Et donc, soit il se met dans une position vraiment de leader, ou donc il se met à appliquer de façon rigoureuse et vraiment sincère la loi, en même temps qu'il arrive à tirer les autres vers le haut, comme je l'ai dit. Mais si ce n'est pas le cas, bien sûr, on va multiplier les voix, on va dire oui, il y a une faute par ici, on sanctionne, on va toujours justifier. Il y a toujours une justification de la preuve. Chaque fois que la haute autorité sort une décision, elle est motivée. Et donc, selon qu'on soit dans un camp ou dans l'autre, on trouve que celui-là a raison, l'autre dit on a tort. Mais dans tous les cas, chaque fois qu'il y a sanction, c'est qu'il y a un échec. Il y a un échec à la fois du côté du journaliste, tout comme du côté de la HAC. Et non, mais la responsabilité revient beaucoup plus à la HAC qui doit réguler, qui doit amener les gens vers un objectif bien donné. Et donc, c'est à elle de définir des stratégies qui permettent justement de changer la mentalité, d'amener les gens à aimer la profession, à ne pas rester dans le sensationnel, et à faire en sorte qu'ils comprennent toutes leurs responsabilités dans le fomentage même de l'esprit des lecteurs, etc. Voyez-vous? Mais si ce travail pédagogique n'est pas fait, si les gens ne se disposent pas à cet exercice-là, et ils se disent, bon, mais de toute façon, nous, on a la loi, dans le truc, on a la sanction, tu fais, on te frappe. Mais comme il a dit, c'est des frustrations, c'est des gens révoltés. Et donc, du coup, on peut même pas espérer grand-chose. Et c'est dommage, bien entendu. Donc, moi, j'espère qu'on ratifie les lois parce qu'on veut arriver à un but donné. Et donc, si on veut arriver à un but donné, on est obligé de faire un minimum de sacrifices. Parce que avec tout ce qui est en train de se passer, avec toutes les réactions qu'on a au plan international concernant
la dégradation du niveau d'expression, de liberté, etc., c'est que des sanctions peuvent venir. Et puis même, ça c'est des sanctions même morales, des sanctions qui écornent en fait l'image du pays. Et quelque part, s'il n'y a pas la liberté d'expression, il y a un préjudice qu'on subit quelque part. C'est peut-être de l'argent qui s'en va, c'est beaucoup de choses qui ne seront plus voilà, d'actualité dans notre pays. Je ne crois pas que les dirigeants eux-mêmes ont intérêt à ce que, après tant d'efforts consentis, on puisse tomber aussi bas. C'est même, si vous le permettez, avant que Maître Abba ne puisse conclure, c'est même notre développement qui est remis en cause. Parce qu'un gouvernement qui n'a pas en face de lui un certain nombre de critiques, même acerbe, c'est un gouvernement qui pense qu'il fait très bien et qui ne fait pas de grands efforts. Donc il y a un lien vraiment entre l'espace civique et le développement d'un pays. Et malheureusement, si vous faites taire la presse, vous faites taire les leaders d'opinion, vous allez penser que vous êtes les plus excellents. Et après, vous allez vous rendre compte que vous êtes très loin derrière. Alors, Maître Abba, peut-être pour réagir sur la même question, parce que vous semblez aller au fond des textes, mais aussi en même temps pour conclure, quel est votre avis sur ces conditions? Je n'en ai pris qu'une pour être journaliste professionnel. Bon, je crois que, très honnêtement, c'est-à-dire que les conditions pour avoir la qualité de journaliste, je crois que c'est l'article 17 du Code qui les énumère. Et je crois qu'il y a des conditions alternatives, c'est-à-dire qu'il suffit de remplir des conditions, licence, BTS. Bon, pour le bien même de la profession de journalisme, je ne pense pas que ces conditions-là soient exagérées. D'accord? Maintenant, vous parlez de 10 ans d'expérience, et donc vous venez de préciser, oui, vous venez de préciser que c'est lorsque vous n'avez pas été à l'école. Moi, je trouve que c'est dangereux. Soit vous avez les qualités, vous avez à l'école, comme la loi le dit, et vous êtes journaliste, mais on ne va pas faire des journalistes formés sur l'État. Bon, ça se faisait avant, lorsqu'on n'a pas des structures pour former les gens. Mais lorsqu'on a des structures, mais soyons rigoureux, vous faites la formation, vous êtes journaliste, ça, il a vent du bien-être même de la profession de journaliste. Donc, je ne crois pas que ce soit parce que... Il y a tellement aujourd'hui de journalistes qui, certes, ne sont pas allés à l'école du journalisme, mais sont des références qui enseignent. Oui, justement. Ils ont été au moment où on n'a pas les moyens qu'on a aujourd'hui pour se former. Donc, il faut... Aujourd'hui, c'est-à-dire vous allez à l'école, et puis surtout que c'est 3 ans. Et après le bac, bien sûr. Le journalisme, c'est un métier, c'est un 4e pouvoir. C'est-à-dire c'est un pouvoir. Vous voyez, ailleurs, en France, quand le journaliste rentre en jeu, le juge vient, et puis c'est fini, quoi. Votre affaire est réglée. Donc, on ne peut pas permettre à tout le monde d'être... Vous me permettez, hein? Non. Parce que vous avez fait 10 ans. Il faut se former pour être journaliste. Donc, sur ce plan-là, je crois que cette histoire de 10 ans, c'est contraire à la loi. Puis, dans la mesure où la loi a fixé les conditions, c'est une pratique contraire à la loi. Et puis, il faut respecter la loi. C'est vrai que je veux taquiner un peu les journalistes, mais est-ce que les médias nous offrent la qualité? Les médias togolais nous offrent la qualité. Il y a plus d'affaires sur les buzz, plus d'affaires sur les anecdotes, les histoires qui enflamment la toile plutôt que des... Il y a très peu de journaux qui font de l'investigation, qui se spécialisent sur une thématique. Vous pensez que les médias, je tacle un peu les journalistes. Oui, non, je n'ai réponse à vous savez, et quand vous voulez analyser une situation d'un métier ou de quoi que ce soit, il faut l'analyser par rapport au contexte dans lequel les personnes là exercent leur métier. Voyez-vous, le niveau même de vie du Togolais étant relativement bas, et cela, il y a un lien collatéral direct avec la profession de certains autres. L'exercice du journalisme exige des démarches assez rigoureuses. Vous devez avoir des moyens. Vous devez avoir des moyens de l'investigation. Vous devez avoir une ouverture auprès des gens qui doivent vous fournir des informations. Alors, lorsque tout ça là manque, évidemment, alors que vous avez la profession de journaliste, vous avez la passion de la chose, vous devez vous exercer, vous ne pouvez qu'être dans la poussière, quelque part. Voyez-vous, c'est là où je dis que l'autorité doit aussi comprendre le contexte et s'adapter avant de pouvoir tirer les gens en fonction de toutes ces réalités-là. Voyez-vous, si vous êtes en déphasage avec toutes ces réalités, évidemment, vous ne pouvez pas avoir les résultats qu'il vous faut. Voyez-vous,
Si on veut avoir des débats de qualité, il faut bien que les intellectuels décident désormais de s'affirmer. Moi, je crois que l'activité intellectuelle a pratiquement déserté les rangs aujourd'hui. Vous parliez des débats contradictoires. J'ai bien compris le fond de votre pensée. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, pour alimenter l'esprit même des téléspectateurs, oui, des citoyens, il faut que chaque spécialiste dans son domaine se dispose à être généreux en termes de partage de sa connaissance. Et donc, il faut créer des occasions où il y a des débats contradictoires, même sur des sujets purement politiques, parce que c'est ça qui permet en fait d'épanouir l'esprit du citoyen et de le fixer par rapport aux réalités existentielles, à ses droits, devoirs, etc., etc., etc. Mais lorsque les gens sont préoccupés par la recherche permanente de la pitance elle-même, donc ils n'ont plus le temps pour aller, voyez-vous, pour que je vienne ici, il faut que j'ai les moyens de mettre le carburant, de venir ici. Rien que pour le carburant, je peux dire je ne viens pas. Voyez-vous? Parce que si entre le 1000 francs que je dois pour mettre le carburant et le même 1000 francs que je dois utiliser pour ma pitance du soir, si je n'ai pas de choix, je vous dirai, bon, s'il vous plaît, je ne suis pas disponible. Mais est-ce que le code de la presse ne règle pas la question? Parce que le code de la presse, en étant adopté, il y avait un objectif de professionnaliser la presse, de l'aider à avoir plus de moyens financiers. L'aider comment? C'est ça la vérité. Vous savez, il y a la création des sociétés de presse. Qui crée la société. Et puis, vous savez, pour qu'un média puisse fonctionner, il lui faut une marge de publicité donnée. Justement. J'ai été directeur de télévision et de radio. Je sais toute la difficulté qu'on a pour avoir un spot publicitaire qu'on peut facturer, ne serait-ce que de façon raisonnable par diffusion, mais vous n'en trouvez pas. Donc, vous avez des charges au quotidien. Et vous devez faire face à toutes ces charges-là. Qu'est-ce que vous faites? Donc, vous êtes obligé de rafistoler, de jongler, et donc de renoncer quelque part à certaines exigences strictement professionnelles et qualitatives pour pouvoir assurer votre propre survie. Voyez-vous? Voilà pourquoi, si l'État veut réellement avoir une presse digne de ce nom, il faut qu'il l'accompagne de façon rigoureuse. En matière d'aide de l'État à la presse, que ce ne soit pas des allocations où les journalistes se partagent des dividendes, etc., de départ et puis bon, c'est fini. Non, inscrire l'aide de la presse, l'aide de l'État à la presse dans une dynamique qui permet justement de professionnaliser les médias, de les équiper, de leur donner un environnement où ils peuvent effectivement travailler. Mais ces sanctions-là participent aussi à disjoncter, à désarmer la presse, à tuer même l'émulation qu'on peut attendre du monde de la presse. Voyez-vous? Donc il y a tout un travail pédagogique qui doit engager à la fois l'accompagnement financier, l'accompagnement pédagogique, etc., etc., et puis l'ouverture même d'esprit. Si les gens ne sont pas disposés à accepter la critique, ça veut dire qu'ils ne comprennent même pas l'intérêt de la critique. Or, c'est la critique justement qui fait émouiller un peuple, parce que nous sommes là pour nous compléter. Nous sommes là pour nous compléter. Quand vous êtes dans une réalité fixée totalement dans un objectif donné, vous n'avez plus le temps de voir les angles d'à côté. Il n'y a que ceux qui sont de l'autre côté qui peuvent voir les manquements pour vous dire que, ah non, par ici, c'est pas bon. Mais vous n'allez pas faire ça un problème, vous n'allez pas en faire un problème personnel au point de vouloir tuer celui-là qui formule la critique, voyez-vous. Donc, c'est vrai, nous voulons une critique objective. Et pour qu'il y ait la critique objective, il faut que celui qui est chargé de critiquer ait les moyens de bord nécessaires. Voyez-vous. Et s'il n'a pas les moyens intellectuels requis et tout ça, il faut l'aider à l'avoir. C'est pour ça que je dis qu'il faut forger des gens. S'il n'y en a pas sur le terrain, il faut les forger. Et donc ça, c'est le rôle du leader, justement. Je pense qu'en même temps que ce développement, M. Luc Abaki nous a donné son mot de fin, nous vous remercions de nous avoir suivis, j'en suis sûr, très religieusement dans ce premier numéro de notre émission web Face aux défenseurs, où nous avons eu le plaisir d'être avec des spécialistes qui nous ont proposé des développements, je trouve, assez riches. Nous avons eu Maître Abak Djovi, avocat stagiaire au barreau du Togo. Un plaisir vraiment très grand de vous avoir eu. Merci encore. Nous avons eu Monsieur Luc Abaki, journaliste, chroniqueur, nous n'en dirons pas plus. Et moi, je suis Philippe Plagbé, je suis juriste, analyste, chercheur au CDFDH. Ça a été un plaisir de modérer ce plateau, d'en être l'animateur. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un prochain numéro. Et donc, je ne saurais conclure sans adresser mes remerciements au nom du CDFDH et des autres structures qui collaborent avec nous, à nos partenaires, à savoir Osiwa et Jojo Photographie qui nous a accueillis dans son joli studio. Donc, restons connectés,
Rendez-vous la semaine prochaine avec un sujet encore plus intéressant pour produire des éclairages, faire du débat, mais surtout discuter autour des standards. Merci et à la prochaine.